l'âge de la retraite à 65 ans, peut-on et doit-on maintenir l'âge de la retraite à 65 ans? D'abord, on va se poser la question, est-ce que cette règle-là ou est-ce que la règle de l'âge de la retraite doit s'appliquer de la même façon pour tous et pour toutes? Est-ce que nos emplois nous permettent d'arriver à la retraite dans la même forme ou avec le même niveau de santé selon qu'on soit un pompier, j'en ai vu tout à l'heure, qui sont ici selon qu'on travaille dans les soins aux personnes, selon qu'on travaille dans une usine ou dans une mine. Donc, pour discuter du maintien de l'âge à la retraite, 3 panélistes qui sont avec nous. Panel qui sera animé par M. et là, je sors mes notes, par M. René Vézina. M. Vézina est journaliste depuis plus de 40 ans et chroniqueur-blogueur au journal Les Affaires. Il a été rédacteur en chef du journal de 2002 à 2005 et dirigeait auparavant la revue Commerce. Il a également animé pendant 3 ans l'émission Finance au réseau TVA. Diplômé de l'Université Laval en journalisme et en sciences politiques, il a commencé sa carrière en 97 à Radio-Canada en Gaspésie. J'ai dit en 60, pardonnez-moi, en 77. Faites bien de me corriger. Non, mais l'âge de la retraite à 65 ans, si vous avez commencé en 97, ça va être loin. Donc, en 77 à Radio-Canada en Gaspésie, avant de passer au réseau national à Montréal, il s'est ensuite tourné vers le journalisme scientifique, ce qui l'a conduit à s'intéresser à l'économie, qui est devenu depuis son champ de force. Comme je vous disais, M. Vézina sera avec nous cet après-midi, nous accompagnera aussi demain. Je vous cède la parole. Merci. Merci, M. Hudon. J'ai rarement eu droit à une présentation aussi sympathique. Me rajeunir de 20 ans, comme ça. Je vous en remercie du fond du cœur, si seulement c'était vrai. Ceci étant, je serais très heureux d'être avec vous, entre autres parce que je suis pas mal dans la clientèle cible, si vous avez fait le calcul, d'une part, et d'autre part parce que cette question de vieillissement de la population et de l'âge de la retraite, c'est devenu un des enjeux centraux au Québec. C'est à la fois important pour les finances publiques, on l'a parlé 100 fois, mais aussi pour le bien-être d'une couche de plus en plus grande de la population, alors qu'on se demande comment on fera, et avec des espérances de vie qui en finissent plus, mais en même temps, des classes de travailleurs très variables. Il n'y a pas juste une sorte de travailleurs, il y en a beaucoup. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une seule norme et comment peut-elle s'appliquer? Et on le verra avec mes invités que je vous présente à l'instant, un panel vraiment de haut niveau. Là. Ce sont des gens qui se sont prononcés plusieurs fois là-dessus. Donc, Bernard Morancy, que vous avez eu l'occasion d'entendre ce matin, qui est maintenant professeur associé à HEC, l'Institut sur la retraite et l'épargne, et anciennement premier vice-président, déposant stratégie et chef des opérations à la Caisse de dépôt et placement du Québec, et que j'ai eu l'occasion d'entendre et d'écouter à plusieurs reprises à cet égard. Mais comme on vous l'a présenté ce matin, je n'irai pas plus loin. À sa gauche, M. Yves Carrière, qui est professeur agrégé au département de démographie de l'Université de Montréal. Il s'intéresse à différents enjeux liés justement au vieillissement depuis près d'une trentaine d'années, et ce tant dans le milieu universitaire qu'au gouvernement fédéral, parce que de 2005 à 2012, il a travaillé au ministère de l'Emploi et du Développement social Canada comme chercheur et conseiller principal de politique dans des domaines connexes, bien évidemment. Et M. Denis Latulippe, qui est professeur titulaire à l'École d'actuariat de l'Université Laval. Il avait auparavant occupé des postes de haut fonctionnaire auprès du gouvernement du Québec et de l'Organisation des Nations unies. Il a collaboré dans la même mesure à des dossiers relatifs à la retraite et au placement, en plus d'être étroitement associé à la mise en œuvre de la politique familiale du Québec. C'est un actuaire, donc, et je me permettrai simplement d'en pousser une. J'ai suivi beaucoup tous ces débats-là, et il y a quelques années, dans une réunion où il y avait essentiellement des discussions d'actuaires, j'ai entendu pour la première fois l'expression « risque de longévité ». Ce qui veut dire survivre à ses épargnes. C'est cute quand même, hein? Parce qu'à l'époque, on parlait d'espérance de vie. Vieillir, c'est un espoir. Maintenant, c'est devenu un risque. Alors, on a viré ça pas mal de plomb. Mais bon, que voulez-vous? C'est dans la nature des choses. Je lui ai dit que je lui dirais pour pas qu'il se dise « bon, ça y est, il essaie de mettre en boîte, on connaît bien les journalistes ». Pas du tout. Je trouve que ça présente très bien ce que c'est, parce que maintenant, il faut prévoir davantage. Et dans un premier tour de table, pour bien camper la discussion, à savoir, est-ce qu'il faut maintenir cet âge de la retraite, on parlait d'âge légal même, à 65 ans, on va faire juste un premier tour, et après, on ira un peu plus profondément dans le sujet. Bernard Morancy.
Alors, merci. Rebonjour. Quand on s'était parlé avant la rencontre, René nous disait « Qu'est-ce qui vous anime le plus dans la discussion sur le 65 ans? » Puis moi, je vous dirais que ce qui m'anime, c'est le plaisir d'en débattre, l'importance d'en débattre. Donc, je félicite Patrice et Stéphane d'avoir d'avoir mis ce panel-là à l'ordre du jour et de m'avoir invité à y participer. Je vous dis que c'est important d'en débattre, puis je suis parfaitement conscient que quand on débat de l'âge de retraite, ça soulève beaucoup de passion. Parce que c'est difficile de débattre de ça sans penser à son propre cas, puis dire « Wow, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? J'ai cotisé, puis là, ils veulent changer mon âge de retraite, etc. » Donc, je suis conscient de ça. Puis je suis conscient aussi qu'il y a beaucoup d'ambivalence sur ce sujet-là. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse. Il y a des arguments de chacun des deux côtés. Et en bout de ligne, j'espère que le débat va nous amener à prendre une décision qui va être au bénéfice de l'ensemble de la société. Pourquoi il faut en débattre? Parce que 65 ans, c'est beaucoup plus que juste l'âge auquel on a droit à la pension de sécurité de la vieillesse, on a droit au supplément du revenu garanti, ou on a droit à notre pleine rente du régime de rente du Québec. 65 ans, c'est le point d'ancrage de tous nos régimes. C'est à cet âge-là qu'on cesse de recevoir des prestations d'invalidité. C'est à cet âge-là que notre couverture au niveau de l'assurance médicaments du gouvernement change. C'est à cet âge-là que plusieurs de nos assurances collectives sont modifiées. Puis, moi, j'ai eu 65 ans au mois de décembre. Je sais que j'ai l'air plus jeune que ça, là, mais j'ai eu 65 ans. Et là, je me suis aperçu, en allant acheter mon billet de saison de ski au Mont-Saint-Anne à Québec, que j'avais droit à un rabais parce que j'avais 65 ans. C'est paradoxal. J'ai plus de temps que jamais pour faire du ski, puis ça me coûte moins cher que ça ne m'a jamais coûté. Mais 65 ans, c'est un point d'ancrage important dans notre société. Et il faut qu'on en débatte, selon moi, parce qu'il y a un changement excessivement important de la démographie du Québec qui a commencé à s'opérer depuis quelques années et qui va se poursuivre. Puis je vais vous donner quelques statistiques pour vous dire pourquoi je dis ça. En 1966, quand on a créé le régime de rente du Québec, puis qu'on a décidé que la retraite, ce serait à 65 ans. On a décidé ça en 1966. À l'époque, là, 43 % de la population du Québec avait moins de 20 ans. À peu près 50 %, 51 avaient entre 20 et 64 ans, et 6 % avaient plus de 65 ans. En 2015, donc 50 ans plus tard, on a 21 % de la population du Québec qui a moins de 20 ans. Donc, ça a réduit de moitié. On est passé de 43 à 21. Sont allés où, ces gens-là? La moitié dans le groupe entre 20 et 64 ans, qui est passé de 51 à 62 % de la population. Puis l'autre moitié, dans les personnes de 65 ans et plus, il y en avait 6. Maintenant, il y en a 18. Ça, c'était la phase 1 du changement démographique. Moins de gens de moins 20 ans, répartis également entre ceux qui sont actifs sur le marché du travail puis ceux qui, présumément, sont retraités. Mais là, il y a une phase 2 qui s'en vient. Si on se projette en 2050, le pourcentage de la population en bas de 20 ans va être à peu près le même qu'aujourd'hui. Ça va être à peu près 20 % par rapport aux 21 qu'on a aujourd'hui. Par contre, la population entre 20 et 64 ans va être passée du 62 d'aujourd'hui à peu près 50. Ça veut dire que la portion au-delà de 65 ans va être passée d'à peu près 18 à 27-28. Alors, imaginez-vous, on va être dans une société où presque 3 personnes sur 10 ont 65 ans et plus. Puis nous, on vient d'améliorer le régime de rente du Québec et on a dit ce matin, Marc-Antoine nous disait, ça va arriver à maturité, cela en 2063. Et on a posé l'hypothèse. On demande à tout le monde ici, puis à tous nos employeurs de cotiser en présumant qu'en 2063, l'âge de retraite va être encore à 65 ans. Ça n'a aucun bon sens. Bernard, avec votre permission, Ouais. je pense que vous avez mis la table de ce qui peut être votre position. On a un peu saisi là, de quel côté. Mais avant d'y rentrer directement, va vous laisser la salle languir un peu et je vais passer à M. Carrière. Bonjour, merci pour l'invitation. Est-ce que ça fonctionne? Maintenant, oui, ça fonctionne. Donc, merci de l'invitation des gens qui ont organisé le panel. Quand je viens comme démographe et que je n'ai pas
de graphique à vous montrer. C'est un peu comme si on appelait un plombier et on dit « laisse ton coffre d'outils chez toi ». Donc, un petit peu démuni. Mais pour moi, la question, c'est une bonne question, il faut en débattre. C'est pour ça que vous avez ce séminaire. Mais ma réponse à la question varie dépendamment des raisons pour lesquelles on veut le faire. Je suis démographe, je travaille sur le vieillissement démographique depuis une trentaine d'années, donc ce n'est pas une nouvelle pour moi que la population du Québec vieillit, la population de tous les pays développés vieillit, la population d'à peu près tous les pays, point, vieillit. Donc c'est un phénomène tout à fait, je dirais, universel. Il y en a des populations qui vieillissent plus vite que d'autres, c'est comme les individus, il y a des individus qui vieillissent plus rapidement que d'autres. Mais dans ce débat, en fait, si je demandais à ceux qui vont prendre leur retraite à 65 ans ou plus tard, levez la main. OK, pas avant. OK? Donc, c'est évident que d'avoir ce débat-là ici, il faut faire une différence entre l'âge effectif de la retraite, l'âge où vous allez prendre votre retraite, et ce qu'on appelle l'âge normal, l'âge légal. Il n'y a pas vraiment d'âge légal pour la retraite. L'âge normal de la retraite, on le définit comme étant l'âge où vous avez droit à une pleine pension. Dans le système public, c'est 65 ans, mais dépendamment de votre régime ou quel employeur vous avez, l'âge normal de la retraite dans votre régime privé, ce n'est pas 65 ans. Des fois, ça peut être 65 ans. Des fois, ça va être une sommation du nombre d'années de service plus l'âge que vous avez. Donc, dépendamment des personnes qui travaillent avec vous, vos collègues n'ont pas nécessairement le même âge normal de la retraite dans leur système privé. Mais, j'entendais Bernard énumérer on parlait de beaucoup de choses, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais pour moi, il y a une question de pour quelles raisons on veut le faire. Est-ce qu'on a identifié vraiment un problème qui est réel? Et si on veut trouver des solutions, est-ce que la solution va créer des problèmes plus importants? Il y a toujours des perdants et des gagnants quand on veut régler un problème. Il y a des perdants, il y a des gagnants. Est-ce que les perdants vont être plus nombreux que les gagnants ou est-ce que le problème qu'on va créer va être encore plus important que le problème qu'on essaie de solutionner? Et je pense que c'est là qui est le débat. Là. Tour de monsieur là-dessus, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Moi, je termine le tour de table, donc ma responsabilité première, c'est de partir le party et la discussion. Dans cet esprit-là, je vais être bref, puis je vais essayer d'être, je ne dirais pas incisif, mais répondre assez expressément aux questions. Ça va mettre la table pour la suite. Stéphane mentionnait, est-ce qu'il devrait y avoir un âge de retraite pour tout le monde? La question, c'est clairement non. La flexibilité, puis les dispositions particulières, puis les réalités particulières, surtout des individus, ça fait partie du décor, puis c'est à considérer. Quand on parle d'âge de retraite, on peut parler de l'âge où on arrête de travailler. Là-dessus, je pense que clairement, ça va augmenter dans les prochaines années. Puis il y a deux enjeux par rapport à ça. Un, c'est la flexibilité. Il y a 2 semaines, j'étais à New York, puis un spécialiste de la retraite me disait, ici, Denis, les gens parlent de plus en plus de travailler plus tard. Puis même, ils nous disent qu'ils veulent faire du 24/7. Là, je dis, du 24/7? Et il dit, oui, c'est 24 heures par semaine, 7 mois par année. L'autre enjeu par rapport au fait de travailler plus tard, puis je ne dis pas ça parce que je suis un séminaire FTQ, l'autre enjeu, c'est les employeurs. On vient de compléter une étude avec différents intervenants, dont Sylvie Saint-Onge de HEC, où on a sondé les employeurs d'un secteur en particulier, qui est celui finance et assurance. On leur a dit, êtes-vous prêts à investir pour donner des conditions favorables au maintien en emploi de travailleurs âgés? Les réponses ont été fantastiques d'un point de vue universitaire. Ça nous a permis d'écrire un article assez long. Au-delà de ça, c'est pas clair comme de l'eau de roche. Tu sais, dans les années 90 puis début des années 2000, les employeurs avaient une surabondance de main-d'œuvre. Il y avait plein de jeunes qui arrivaient. Les femmes étaient de plus en plus présentes sur le marché du travail. Dans l'avenir, on va parler de pénurie. Quand tu es un employeur et tu es confronté à une pénurie de main-d'œuvre, tu as 3 choix. Ou tu vois le travailleur de l'employeur voisin, ou tu fais venir des travailleurs migrants, ou tu travailles avec tes travailleurs âgés. Ce n'est pas encore clair que les travailleurs âgés sont sur le radar, ou du moins un point émergent sur le radar des employeurs, donc c'est un enjeu. Du point de vue de la pension, du point de vue de l'âge auquel on touche notre retraite, puis je réfère évidemment plus au régime public, bien, la réponse, ça dépend de l'horizon. C'est-à-dire que si on me demande est-ce qu'il faut augmenter l'âge de pension à court terme, la réponse est clairement non. Pas une république de bananes ici, là. Ça fait 30 ans qu'on dit aux gens de planifier en fonction d'un âge donné. C'est pas vrai que c'est une courte période, tu le remets en question. À long terme, est-ce qu'il faut le revoir?
moi, je dis oui à 2 conditions. La première condition, c'est qu'il y ait augmentation de l'espérance de vie dans le futur. On vit plus vieux qu'on vivait. Si l'espérance de vie continue d'augmenter, à un moment donné, il va falloir penser à retarder la mise en paiement de la rente. Ce n'est pas vrai que tout gain d'espérance de vie, puis les gains d'espérance de vie qu'on va connaître dans les prochaines années vont être concentrés beaucoup aux âges avancés pour différentes raisons. Ce n'est pas vrai, à un moment donné, on ne peut pas juste ajouter des années à la retraite sans remettre en question l'âge auquel on commence à toucher notre rente. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il faut prévoir des conditions particulières pour des clientèles particulièrement à risque. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Je pense, entre autres, aux gens qui ont des problèmes de santé. Je pense aux gens aussi qui ont des emplois plus pénibles d'un point de vue de travail. C'est-à-dire que moi, comme prof d'université, je n'ai pas l'impression d'être particulièrement brave et brillant en restant à l'emploi plus tard. Mais évidemment, il y a des gens qui ont des conditions de travail plus difficiles que les miennes. Puis c'est normal à un moment donné qu'on s'interroge en se disant, bien, peut-être que ces gens-là, il faudrait qu'ils partent avant moi. Donc voilà, question de mettre le party, là, un peu des idées qui sont là. On va se rediscuter tout ça ensemble, là, parce qu'il y a un paquet d'éléments qui ont été... Généralement, il y a une conférence, il y a une période de questions, puis après, c'est conclusion. On ne fera pas comme ça aujourd'hui. Vous êtes quoi, à peu près 325, 330, me disait-on? On aurait pu en ajouter pratiquement 50 parce qu'il y avait encore des demandes, mais la salle est pleine. Ça montre l'intérêt que vous avez et on va vous faire participer. Donc, on va revenir et après, je vous demanderai dans un premier temps d'y aller peut-être pas de questions, mais de commentaires sur ce que ça vous inspire, cette discussion-là, pour qu'on les ramène, qu'on ait le pouls de la salle, le feeling, qu'on les ramène en disant, voilà, là, entre nous qui sommes en avant, puis vous qui êtes éventuellement les prestataires, pas demain matin, mais qui allez vous retrouver dedans, qu'est-ce qui vous préoccupe? C'est quoi qui vous agite à l'intérieur? On y reviendra. Donc, on va faire ça, là, on va y aller en séquence, si vous permettez. Mais je reviens à Bernard Morancy. Je vous ai coupé le sifflet, M. Morancy, au moment où on a à apprendre que vous pensez, vous, que c'est pas, si j'interprète, hein, que s'il faudrait revoir, continuer là-dessus. Là, on a des positions qui ne sont pas diamétralement opposées, mais il y a des nuances quand même par rapport à ce qui a été dit. Alors, vous étiez sur une belle lancée. Vous alliez nous dire que par rapport à vous, on maintient ou on ne maintient pas cet âge légal. Légal dans le sens où c'est là où, comme vous l'avez dit, là, beaucoup de régimes sont arrimés. C'est là que ça déclenche ou que ça arrête, 65 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je vais déclarer mon billet, si ce n'est pas déjà évident. Je pense que la question n'est pas de savoir si on doit le faire, la question est de savoir quand et comment on doit le faire. Je suis parfaitement d'accord. Puis c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on en débatte, parce qu'il y a des situations particulières. Les gens, on sait que l'espérance de vie, il y a une corrélation entre l'espérance de vie et les revenus. Bon, c'est démontré, les démographes nous l'ont démontré, que les gens qui ont des revenus plus élevés vivent plus longtemps, donc les gens qui ont des revenus moins élevés vivent moins longtemps. C'est sûr que si on reporte l'âge de retraite, bien, on favorise plus les hauts salariés que les bas salariés. Donc, il faut réfléchir à, une minute, là, comment on fait ça? On ne peut pas l'augmenter pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on veut utiliser la richesse collective qu'on a. Un bon système de retraite, ça coûte cher. Et quand l'espérance de vie augmente, ça coûte encore plus cher. Donc, ça devient, je pense, une question de choix, de dire où est-ce qu'on veut mettre cet argent-là. Donc, selon moi, on doit réfléchir à ça. Je suis entièrement d'accord avec Denis. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon précipitée, au contraire. Mais dans l'exemple que je donnais, est-ce que c'est réaliste de penser que cet âge-là va être encore le même en 2065? Bon, si la réponse à ça, c'est non, probablement qu'il devrait changer, mais il faut toujours bien commencer à quelque part. T'sais? Alors moi, ma question est comment on entame ce débat-là, comment on commence à modifier cette affaire-là, comment on regarde de façon à s'assurer que c'est équitable pour l'ensemble des citoyens. Mais je pense que la destination, c'est il faut qu'on fasse un changement. Oui, et quand on parle d'espérance de vie, on s'entend, ce n'est pas espérance de vie 10 ans sur un grabat à quelque part. C'est espérance de vie en bonne santé, tu sais, de manière à ce que tu en profites. Si tu agonises pendant 10 ans, c'est pas une très belle espérance. Non, mais c'est pas ça la situation non plus. Bien, j'espère. Non, mais c'est pas ça la situation. Puis c'est sûr que il faut qu'on, tu sais, si on modifie ça, il faut qu'on modifie les régimes d'assurance invalidité.
on ne peut pas avoir un système qui paie des invalidités seulement jusqu'à 65 ans, puis une retraite qui commence à 66. Là, ça ne marche pas. Là. Il faut qu'on revoie l'ensemble de la situation. Mais je pense que ce n'est pas ça. Là. Il y a une qualité de vie. Écoutez, moi, quand j'avais 30 ans, 35 ans, là, la chose la plus populaire dans le monde de la retraite, c'était Liberté 55. Hein? Je veux dire, ceux d'entre vous... Le gars avec le voilier, là... Hein? Puis, tu sais, ça n'existe plus, ça, là. Je veux dire, mes enfants, quand je leur parle de Liberté 55, ils disent « De quoi tu parles, papa? » là? Je veux dire, c'est comme... On a évolué. C'est la tulipe. Bien, carrière. Carrière, la tulipe est à côté, excusez-moi. C'est pas tellement... ça n'existe plus, ça n'a jamais existé. Je veux dire, la retraite à 55 ans, là, je veux dire, c'est une fabulation. Moi, je travaille sur l'âge effectif de la retraite. Je veux voir qu'est-ce qui se passe. Quand est-ce que les gens prennent leur retraite? De suivre une cohorte là, de travailleurs qui ont un âge donné, là, tout le monde qui est né la même année, puis on les suit, puis on regarde, il y en a combien qui sont partis à la retraite avant l'âge de 55 ans ou à 55 ans? Je vous dis, là, c'est minime. Là. C'est vraiment... C'est un rêve, il y en a beaucoup. On a vendu ce rêve-là, et je vous ferai remarquer qu'en même temps qu'on essayait de vendre ce rêve-là, c'est au même moment où les régimes publics, pas juste au Canada, dans plusieurs autres pays, on a diminué l'âge normal de la retraite, ou on a donné accès à des prestations avant l'âge normal de la retraite. La Régie des rentes du Québec, avant 1984, vous ne pouviez pas avoir de prestations de retraite avant l'âge de 65 ans. On l'a fait à ce moment-là, dans le reste du Canada, le régime de pension du Canada, c'est en 1987. Pourquoi on a fait ça? Parce que les taux de chômage étaient très élevés. On voulait pousser les travailleurs âgés à la retraite le plus rapidement possible en pensant que ça laisserait de la place aux plus jeunes. L'économie ne fonctionne pas comme ça, mais c'est ce qu'on a pensé faire. On l'a fait dans plusieurs pays. Aujourd'hui, on se dit, ah ben là, on aurait besoin de nos travailleurs âgés, il faudrait qu'ils travaillent plus longtemps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le système de retraite? On a modifié le régime de retraite pour de très mauvaises raisons à l'époque, qui était le taux de chômage, en pensant que ça va régler. C'est pour ça que je vous dis, comme là, j'entends Bernard depuis tantôt, et à chaque fois, je me dis, vas-tu nous dire pourquoi? Pourquoi il veut relever l'âge normal de la retraite? Parce que je n'ai pas entendu le pourquoi. L'espérance de vie augmente. OK, l'espérance de vie augmente. L'espérance de vie augmente depuis quand même un certain temps, à 65 ans. Pour les hommes, en fait, c'est peut-être depuis 1980 que l'espérance de vie augmente à 65 ans. Mais quand moi, je suis des cohortes et je regarde à quel âge ils prennent leur retraite, tantôt, on avait une discussion pendant le dîner, et Bernard me disait, une fois que les baby boomers sont plus... je ne sais pas si... What is in Las Vegas stays in Las Vegas. C'est correct, pas de problème. Mais il disait, une fois que les baby boomers vont être partis ou décédés ou ils vont avoir tous pris leur retraite, ce concept de retraite-là va partir. Je dis, pourquoi tu dis ça? Bien, il disait, prendre la retraite de plus en plus tôt. Les baby boomers, les premiers baby boomers arrivaient à 50 ans au milieu des années 90. C'est depuis le milieu des années 90 qu'on remarque que l'âge effectif de la retraite, l'âge où les gens prennent leur retraite, ça fait 20 ans que ça augmente, depuis que les baby boomers ont 50 ans. Les baby boomers, on les a élevés dans la Liberté 55, mais leur liberté, ça ressemble plus à 65, 66 ans. Et pour les prochaines cohortes, peut-être la même chose, mais ça n'a rien à voir avec des changements dans le régime public. Monsieur Carrière, vous avez justement vous avez usurpé le titre d'animateur en posant vous-même la question. Monsieur Latulippe, je vais vous faire attendre un tout petit peu. Restez là, tranquille, parce que là, j'aimerais régler la question. Vous aurez plus de temps après. Monsieur Carrière dit, pourquoi veux-tu... Alors, est-ce que la question vous est posée? Allez-y. Parce que moi, je pense que c'est une question de où on veut mettre notre argent. Je pense que la réalité... D'abord, la réalité des gens. Il fut un temps où prendre sa pension puis prendre sa retraite, c'était la même affaire. Maintenant, c'est plus la même affaire. On peut recevoir une pension puis continuer de travailler, d'être actif. Donc, évidemment, la notion de retraite ici, c'est bon, j'ai arrêté complètement. Moi, je pense que c'est plus comme ça que les gens se comportent. Je pense que la définition du mot retraite évolue énormément. Je connais énormément de gens qui sont quelque part entre travailler à 100 % de leur temps puis être à la retraite à 100 % de leur temps. Énormément de gens. Donc, c'est une question de où je mets mes ressources.
pourquoi je demanderais moi, j'ai 4 enfants là, qui ont tous entre 30 et 40 ans, qui sont tous mariés, donc j'ai 8 personnes. Là, puis quand je leur dis, là, je leur explique qu'ils vont cotiser dans le régime de retraite du Québec supplémentaire sous la prémisse, on a calculé ce que ça allait leur coûter sous la prémisse que quand ils vont avoir 65 ans, ils vont être à la pleine retraite. Pourquoi on leur demande de faire ça? C'est une question de comment on alloue nos ressources. Je pense qu'on a une population qui est de plus en plus ouverte à voir ça différemment, à avoir une transition qui commence quelque part autour de 60 ans puis qui se termine peut-être quelque part autour de 75, je ne le sais pas, où on passe d'un emploi à temps plein à une retraite à temps plein. Et je pense que le système doit s'adapter à ça et que le système doit utiliser les ressources différemment. Monsieur Latulippe, et puis juste un élément, là, tout ce qui tourne autour, puis vous avez, c'est un peu aussi l'éléphant dans la pièce, c'est est-ce qu'il y aurait des avantages à continuer à travailler? Est-ce qu'il y a une bonification? Est-ce qu'on est pénalisé? Parce qu'actuellement, vient un temps où, si tu continues, tu retires ton REER, par exemple, puis là, tu as un autre revenu, puis ça s'accumule. Pas avantage, là. Mais j'aimerais vous entendre, M. Latulippe. Là, ils se sont, je pense qu'on a rétabli la paix, là. Allez-y, ou pas. Oui, bien, je dirais juste pour compléter sur ce que Bernard vient de mentionner, là. Évidemment, il y a une question d'allouer les ressources. Puis, il ne faut pas perdre de vue que si on songe à augmenter la retraite, si on en discute plutôt, c'est dans une perspective, comme je l'ai mentionné, où on va vivre de plus en plus vieux dans l'avenir. Puis, évidemment, si on vit de plus en plus vieux et on ne se retire pas plus tard, ça va coûter de plus en plus cher. Il y a un coût à ce niveau-là. Puis, je serais tenté d'ouvrir une parenthèse, puis ça vous interpelle beaucoup. Tu sais, on pourrait dire que on bonifie le régime de rente, puis non seulement on le bonifie, mais on le bonifie sur des bases solides, c'est-à-dire avec des taux de cotisation qu'on peut espérer pouvoir soutenir pendant longtemps. Puis comme on n'a pas anticipé de hausse importante du taux de cotisation dans l'avenir, bien, on peut y aller avec ça pour un bout de temps. Sauf que, puis ça a été mentionné ce matin, évidemment que si les employeurs cotisent plus au régime de rente, la première chose qu'ils vont vous dire, c'est « Oups, peut-être que j'en ai moins à mettre dans le RCR. » Puis vous-même, comme individu, vous dites « Si je cotise plus au régime de rente, est-ce que je vais en mettre autant dans mon REER? » Donc, à un moment donné, il y a une question d'allocation de ressources. Dans un contexte où on n'est pas ici pour écrire le passé, puis se taper ses doigts, puis dire « Hey, on aurait dû augmenter l'âge de retraite dans le passé. » Là, c'est pas ça du tout. Mais dans une perspective long terme, face à l'avenir, face à un contexte où on va vivre de plus en plus vieux. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, ça va coûter de plus en plus cher financer sa retraite. Comment on veut allouer nos baies? L'autre élément, c'est que ce n'est pas juste d'allouer les ressources, c'est d'en créer plus de ressources. Dans les prochaines années, là, le nombre de personnes qui vont arriver à la retraite va excéder le nombre de personnes qui vont entrer sur le marché du travail. Comme économie, comme société, on veut-tu stagner en termes de développement économique ou on veut continuer de croître? Puis continuer de croître, bien, c'est peut-être d'utiliser davantage les travailleurs âgés dans des conditions qui se devraient d'être favorables à un peu tout le monde. Ce n'est pas de jouer, c'est de mettre une pression indue sur les gens, mais c'est de se donner des conditions qui seraient favorables à une rétention un peu plus grande des travailleurs âgés au fil du temps pour que, comme société, on continue de se développer aussi. J'aimerais ça, il nous reste à peu près 3/4 d'heure, là. Déjà faire une première, allez vous sonder s'il y a des gens qui veulent y aller, de premiers commentaires qu'on pourrait réenvoyer aux panélistes. Mais je vous dis, là, puis j'en prends quelques-unes parce que ce n'est pas la seule période de questions qu'il y aura, mais simplement vous dire par rapport à ce que vous entendez, comment vous réagissez. Peut-être, micro, j'ai de la misère à vous voir, vous êtes étincelant, monsieur. Ce micro-là. Oui, parfait. Luc Brouillette, CFP 2500, Université Voilà. Laval. Bon, rien de nouveau, parce qu'on l'a déjà entendu, mais je pense qu'il faut... premièrement, la pénibilité du travail. On n'est pas tous égales face à l'âge. OK? Il y a des gens qui ont une usure de corps et autre chose. Ça, c'est une chose qu'il faut adresser. Pas évident à faire. Si on regarde les débats qu'il y a eu en France et ailleurs, c'est loin d'être terminé aussi, là. Mais c'est quelque chose qu'il faut regarder. L'autre, c'est arrêter de voir en noir et blanc une âge de retraite. Monsieur, vous avez raison là-dessus. On a fait chez nous, à partir de 60 ans, une retraite progressive, donc une vraie dans le sens où on retire du régime notre 5e journée, on continue à travailler à 4. Premièrement, c'est est-ce que je peux? Parce que travailler plus vieux, peut-être que je passe toute ma fin de semaine à me remettre de ma semaine, c'est moins intéressant. Si j'ai une journée... Non, mais à certains âges, pour certains jobs, puis ça peut être intellectuel aussi, là.
il y a un espace à créer là. Donc, est-ce qu'on n'est pas mieux de mettre des paramètres plus progressifs par rapport à l'accès à la retraite? Dire peut-être que, puis là, c'est une réflexion, là. Si on dit augmenter l'âge de retraite complète, peut-être plus vieille, mais partielle, peut-être plus jeune, à ce moment-là, on parle de rétention, mais rétention d'être capable, deuxièmement, de vouloir aussi. Donc, tu sais, on parle de rétention comme ça, mais pas juste par obligation financière, mais d'être capable de le faire. Donc, tu sais, si on ne prend pas ça en considération, flop, là, désolé, là, c'est pas noir ou blanc. Puis psychologiquement, dans le milieu de travail, d'arrêter d'un coup sec, pas toujours fantastique comme résultat non plus. Merci. Je vais vous laisser parler à tour de rôle. On va emmagasiner les commentaires. Il y a 4 personnes qui sont proposées au micro. On en prendra 4 pour ce tour-là, pour pas qu'on oublie ce qui va être dit. Là. Parce qu'à un moment donné, en vieillissant la mémoire, là, ça abandonne. Et on y reviendra et on repassera à vous ensuite. Alors, monsieur, de ce côté-ci. Alors, Guy Gagné, SCP 2815 Vidéotron. Moi, j'ai 2 catégories de travailleurs. Fait que, comme les professeurs, j'ai ceux qui sont à l'interne, mais une bonne gang qui ont un gros stress psychologique, c'est les centres d'appel. C'est super le fun de travailler dans un centre d'appel, se faire engueuler à cœur de journée, puis avoir des indicatifs de performance qui te rentrent dedans. Fait que ça veut dire qu'eux autres, ils prennent leur retraite avant 60 ans et il faut qu'ils la prennent passé 60 ans. Ils sont plus capables, le stress. Mais j'ai aussi mes techniciens qui ont la nouvelle réalité que les genoux, les épaules, ça ne suit pas. Parce que la technologie avance, mais les équipements sont slow à arriver. Ils sont toujours aussi pesants, moins performants. Puis les accidents, c'est pas grave, c'est la CSST qui ramasse ça. Fait qu'au bout de la ligne, on peut parler de retraite plus tard. Mais les gens qui prennent leur retraite à 65 ans chez nous, là, ça n'existe pas. Fait que notre régime, qui est à cotisation déterminée, qui se comporte comme une prestation déterminée, qui est géré comme une prestation déterminée, mais qui n'a pas d'indexation, est bâti pour qu'après 30 ans de service, on puisse prendre notre retraite. Parce que physiquement ou mentalement, dans les 2 cas, là, on ne peut pas. Les gens qui dépassent 60 ans chez nous, j'en ai une qui a fait 71 ans, elle est partie à 71 ans, et non pas 71 ans de service. Hein. Elle, quand elle est partie, là, c'est parce qu'elle était persuadée que si elle quittait, elle crevait. Parce qu'elle n'avait aucune activité sociale. Son activité sociale, c'était son travail. Ça, c'est 1 sur 3400 membres. Je veux dire, il faut faire une grosse distinction entre fin de carrière puis retraite. Puis l'âge de retraite, quand il est modifié, c'est une obligation à la retraite. Et ça, nous autres, c'est comme ils vont à la retraite, mais ils continuent à travailler. C'est ça la réalité. Là. Mais dans le cadre d'emploi qu'on est, là, ça ne se fait pas continuer à travailler passer 65 ans. Merci, merci. On a tout ça. Vous pouvez réagir, mais c'est des réalités comme celle-là. On peut fort bien imaginer. Il y a encore 2 personnes. On vous prend les mêmes commentaires, puis vous notez, monsieur. Parfait, allez-y. Paul Demico, AIMTA. Premièrement, je pense que le plus important, c'est la définition de la retraite. Parce que je pense que le jour où on quitte notre emploi, où on prend une rente, on n'est définitivement pas des personnes qui sont... On n'est pas des mollusques, hein? On peut encore contribuer de façon très, très positive à la société. Puis je pense que dans ce sens-là, c'est peut-être qu'on voit mal le rôle de nos aînés. Chez les Premières Nations, on utilisait nos aînés comme des personnes sages et je pense qu'effectivement, les gens sont sages. Quand ils quittent leur emploi, ils ont beaucoup, beaucoup de bagages et peut-être que leur transmission de bagages n'est peut-être pas utilisée de façon la plus optimum dans notre société actuellement. Deuxièmement, j'aimerais ça dire que la richesse collective qu'on fait, je veux dire, il y a eu l'industrialisation, il y a eu, jusqu'à l'informatisation, maintenant la robotisation. Si on regarde tous ces avancements technologiques-là, je pense que la société s'enrichit d'année en année, même si l'âge de la retraite augmente ou l'espérance de vie augmente. Je pense que ces deniers-là peuvent servir justement à compenser. Peut-être pas à faire la job astreignante que je fais tous les jours, mais peut-être à faire d'autres choses. Moi, je pense à m'orienter ailleurs, peut-être dans une deuxième carrière. Puis je pense que dans ce sens-là, je ne vois pas pourquoi le gouvernement ne devrait pas m'aider à prendre peut-être une partie de mon fardeau financier, continuer à me le donner à 65 ans, puis de 65 à 75, gérer, aider les gens qui ont besoin d'aide dans d'autres dossiers. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut que notre société regarde la retraite, l'âge de la retraite comme elle est là, puis qu'on fait la planification en entour de ça. Il faut absolument que l'argent qu'on met en société,
c'est la même chose que moi, je mets l'argent. J'alloue, puis j'ai un plan. J'ai un plan pour m'en aller à tel âge. Là, au moins, j'ai un plan, c'est 65 ans. Si on commence à jouer avec ça, bien là, on joue avec tous les paramètres qu'on s'est établis en partant. Je pense que c'est important d'en avoir. Merci. Terminé avec monsieur autour de table. Sébastien Barrault, pardon, SEPB 579, Commission scolaire Marguerite Bourgeois, personnel de soutien. Je suis content qu'on remette de l'humain dans cette discussion cet après-midi parce que ce matin, c'était très, très, très comptable. C'est nécessaire, mais c'est très comptable. Et c'est bien de remettre de l'humain dans cette discussion. Effectivement, les déterminants sociaux de santé, la pénibilité du travail, il faut en prendre compte. L'accessibilité au travail aussi, qui n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des discriminations systémiques qui font qu'on n'a pas tous le même accès au travail. La modification du travail, le temps partiel est de plus en plus présent dans nos vies. Notamment, c'est des femmes qui sont touchées et qui ont des retraites de misère parce qu'elles ont fait du travail à temps partiel et parce qu'elles ont fait du travail invisible, du travail domestique pour lequel elles ne sont pas rémunérées et qui pourtant est un des moteurs de notre société. Ça, c'est important. Il faudrait réfléchir à cette notion de travail domestique aussi. Est-ce qu'on ne peut pas le compenser quelque part et le prendre en compte? Je pense aussi au type de contrat de travail. Oui, il y a le temps partiel. Moi, je représente le personnel de soutien d'une commission scolaire. La plupart des gens sont cycliques. Donc, ça veut dire qu'ils travaillent 10 mois sur 12. Ça veut dire qu'ils cotisent 10 mois sur 12. Donc, le 30 ans, il se fait en 35 ans, 36 ans, 37 ans. On ne peut pas demander à des éducatrices en service de garde de garder nos enfants à l'âge de 75 ans. Ça ne marche pas. Et pourtant, il nous en faut des éducatrices en service de garde, parce qu'on en a besoin des services de garde. Pareil, c'est des horaires coupés, parce que ces femmes-là travaillent quand il n'y a pas les professeurs. Et puis enfin, je voudrais revenir sur le comptable, là, pour le coup. On est des sociétés qui s'enrichissent de plus en plus chaque année. Elles vont où, ces richesses? Chez les actionnaires et dans les paradis fiscaux. Donc là aussi, on a beaucoup de travail pour ramener cette richesse pour qu'elle bénéficie aux gens qui l'ont produite, c'est-à-dire nous, les travailleurs et les travailleuses. Alors, on a entendu, il y a eu plusieurs éléments, mais qui rejoignaient en partie ce qu'on avait dit sur la pénibilité du travail, sur le fait qu'il y a différentes classes, qu'il y a une redistribution éventuellement opérée, qu'il y a un savoir à préserver, mais de quelle façon on peut aider et encourager les gens de continuer de le faire et de dire qu'effectivement, il y a toute la question du travail à temps partiel. Si vous avez travaillé en temps partiel pendant un bout de temps, vous arrivez à 65 ans, et qu'on vous demande de continuer, alors que là, vous voyez, c'est compliqué, là. Il y a plusieurs dimensions, mais je ne sais pas sur lequel de ces commentaires, M. Latulippe, on va commencer avec vous, vous voulez revenir. Bien, juste, on soulève la question de la pénibilité, puis j'aimerais ça revenir sur ça un peu. D'abord, je dirais la pénibilité, la compte deux fois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui, rendus à un âge pas trop élevé, sont plus en mesure de travailler. Ça compte la première fois. Mais non seulement ça, les statistiques le démontrent, je pense que Yves y a référé. Ces gens-là ont une espérance de vie plus courte souvent que des gens qui ont des emplois moins pénibles. Donc, non seulement tu n'es plus en mesure de travailler à un âge aussi grand que d'autres, mais en plus, selon les statistiques, évidemment, là, ton âge au décès risque d'être plus faible. Un coup qu'on a dit ça, j'aurais le goût de le virer à l'envers. Puis vous dire, bien, pour que des gens qui ont des emplois pénibles, qui sont dans une situation pénible, puissent partir à un âge raisonnable, il faut peut-être qu'un gars comme moi qui est prof d'université parte plus tard. OK? C'est de ça dont on parle. On parle d'un gros pot qu'on se partage, là. Puis si on veut que certains qui sont dans une situation difficile partent à un âge raisonnable, considérant leur situation, il faut peut-être que d'autres qui sont dans une situation plus facile partent plus tard. Puis si collectivement, on vit plus vieux, bien collectivement, il faut peut-être partir plus tard. Pas demain matin, pas dans 10 ans, pas dans 15 ans, mais dans le long terme. Dernière chose sur la pénibilité, dernier commentaire, puis je vais vous amener sur un terrain qu'on n'associe pas souvent de la pénibilité, mais qui en est peut-être. C'est des enseignants du secondaire. Des gens qui choisissent leur métier par vocation, le goût de travailler avec des jeunes, des former. Moi, je peux comprendre que quand ça fait 30 ans ou 35 ans, que quand tu es devant une classe d'ados de 15-16 ans qui font des grimaces, tu n'es plus capable. OK? Je peux comprendre ça. Mais comme société, ce que ça veut dire que cette personne-là, non seulement qui a une bonne formation, mais qui en a formé des centaines et des centaines, doit arrêter de travailler, s'en aller chez eux et dire « je ne fais plus rien ». C'est là où tout n'est pas noir ou blanc. Comme société, il faut se dire, il y a des situations, ça c'est un exemple, où des gens ne peuvent pas continuer, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une fois qu'on a dit ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la pénibilité, c'est un enjeu important.
Mais en même temps, ça ne doit pas être l'écran de fumée qui nous dit « Ah, ben il y a des situations pénibles, on ne fait plus rien, puis c'est le statu quo pour les 40 prochaines années. » Je pense qu'il faut faire attention à ça. M. Carrière. Oui, bon, plusieurs choses ont été mentionnées. Je vais commencer par dire que je ne suis pas contre augmenter l'âge normal de la retraite après ma barre. Okay? Je me dis, il faut regarder. Comme je dis, des fois, on veut régler un problème, on en crée un qui est encore plus important. C'est certain que l'éléphant dans la pièce, là, c'est les employeurs. Si on augmente l'âge normal de la retraite à 66 ans ou à 67 ans, il faut en trouver un emploi. Est-ce que votre employeur est prêt à vous garder jusqu'à 66 ou 67 ans? Est-ce qu'il est prêt à vous garder, mais en vous disant, mais regarde, là, je vais t'envoyer travailler dans telle division, tu vas être payé à 70 % du salaire que tu avais parce qu'il y a des gens plus performants qui vont... C'est des questions qu'il faut se poser. On parle de la pénibilité. Effectivement, les différences d'espérance de vie sont assez importantes. Là, si on prend le décile de revenus le plus élevé versus le plus faible, chez les hommes, c'est 7 ans de différence. Puis si on regarde l'espérance de vie en bonne santé, c'est 14 ans de différence. Comment voulez-vous... Parce que ce qu'il faut faire... Le Canada, le Québec est dans une très belle position parce qu'on a un régime public qui est cheap. Okay? C'est pas la première fois que je le dis. C'est un régime qui ne coûte pas cher. Je peux vous donner des chiffres. Là. En proportion du PIB, au Canada, c'est même pas 5 % du PIB qu'on dépense dans notre système public de retraite. Les pays de l'OCDE, en moyenne, c'est à peu près 7,5 %. Il y a des pays qui sont à 12 et 13 %. Ce n'est pas un objectif à atteindre, là, absolument pas. Mais quand on parle de richesse collective, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait avec notre richesse collective. On la met où, notre richesse collective? Moi, je suis tout à fait d'accord. Si l'espérance de vie augmente dans 25 ans à, disons, 88 ans pour les hommes, 90 ans pour les femmes, notre système public de retraite, là, il est foutu. Il ne marche pas. Là. Il faut faire des changements. Mais il faut regarder l'espérance de vie en bonne santé aussi, parce que quand même qu'on dirait, oui, il va falloir que les gens travaillent plus longtemps, sont en mauvaise santé. Puis moi, je peux vous dire, bon, j'ai une étudiante de maîtrise ce que j'avais demandé de travailler, son travail, c'est sur l'espérance de vie en bonne santé entre 45 et 69 ans. Parce que c'est là que ça se joue. Bien, l'espérance de vie en bonne santé entre 45 et 49 ans, depuis 1996, a diminué. Okay? 45 et 69. Entre 45 et... On regarde les années vécues entre 45 et 69 ans, et on regarde la qualité des années vécues. L'espérance de vie en bonne santé entre 45 et 69 ans a diminué. Est-ce que c'est parce qu'en même temps, les gens travaillaient plus longtemps? Je ne sais pas, je ne veux pas faire de lien direct entre ça, mais c'est des choses qu'il faut regarder. Il faut regarder ce qui se passe. On a un système qui ne coûte pas cher, malgré tout ce qu'on pourrait vous dire. C'est un système qui ne coûte pas cher. Il faut se comparer aux autres pays. Tous les pays vieillissent. Ils vont avoir des problèmes. Ce n'est pas pour rien que dans certains pays, on a augmenté l'âge de la retraite. D'une part, souvent, elle était à 60 ans, on l'a augmenté à 65 ans. Dans d'autres cas, c'est parce que c'était des régimes à répartition totale. Donc, il n'y a aucun fonds. Mais c'est certain, c'est comme notre sécurité de la vieillesse. Ça coûte cher, ça. C'est purement démographique, ça. Il n'y a rien, c'est purement démographique. Donc, il y a des pays, la France avait un régime totalement à répartition. Il n'y avait pas le choix. Si j'avais été fonctionnaire... Qu'est-ce que vous voulez dire, un régime à répartition? Bien, c'est-à-dire que les gens qui travaillent aujourd'hui payent pour les retraités d'aujourd'hui. Mais quand vous avez une inversion des groupes d'âge, en termes de poids démographique, si vos retraités représentent un poids de plus en plus important par rapport aux travailleurs et vous avez un régime à répartition à 100 %, bien, c'est évident, vous êtes après dire aux travailleurs, mais semaine de valeur, il faut que tu payes pas mal plus cher parce qu'il y a de plus en plus de retraités par rapport au nombre de travailleurs. Notre système, il n'est pas tout à fait comme ça. Mais en France, il était comme ça. Bon, j'étais fonctionnaire au fédéral, puis on me l'a posé la question, tu sais, il faudrait augmenter l'âge de la retraite. Puis bon, quand je vous dis pourquoi, on me disait dans d'autres pays, on le fait. Si j'étais fonctionnaire en France, je vous dirais oui, il faut augmenter l'âge de la retraite. On n'a pas le choix. On est au Canada, on n'est pas en France. Donc, il faut regarder ce qui se passe. Je vous dis, et c'est sûr qu'on va arriver. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Bernard. Il y a un moment donné, là, on va arriver. Il va falloir la bouger, l'âge de la retraite. Puis on a beau se dire, on va tenir compte de la pénibilité du travail. Essayez de tenir compte sur une carrière de 40 ans. À partir de l'âge de 20 ans, ça va être quoi votre pénibilité du travail? Puis vous allez cotiser en fonction de ça. Vous n'en avez aucune idée. Vous n'en avez aucune idée. Vous pouvez gagner 30 000 par année jusqu'à l'âge de 30 ans, puis tout d'un coup, bien, à un moment donné, ça débouche, puis vous ramassez à 50 000 par année. On fait quoi? Là? Vous aviez de la pénibilité entre 20 et 30 ans parce que c'est très compliqué. Mais au moins, au Canada et au Québec, on a le temps de se la poser la question et de se dire, soyons innovateurs. Le régime public de retraite qu'on a mis en place dans les années 60,
maintenant, à peu près tous les pays de l'OCDE, ils nous regardent et ils disent c'est ça qu'on aurait dû faire. Et ça, là, ça, je vous le garantis, c'est ce que. Bon, Bernard pourra en témoigner, il travaille avec des. Donc, on est dans une position où on peut se poser les bonnes questions puis essayer de trouver des bonnes réponses. Pas juste dire on va l'augmenter à 66 ans, ça va coûter moins cher. Ça va coûter moins cher, mais si les gens ne peuvent pas travailler, ça va coûter plus cher d'assurance chômage. S'ils sont malades, ça va coûter plus cher en assurance santé. Donc, regardons ce qui se passe. Puis essayons d'être innovateurs. Comme on l'a été dans les années 60, bien là, il faut être innovateur. Donc, se poser des bonnes questions, trouver des bonnes réponses. M. Morancy, Bernard. Bien, en fait, j'aimerais faire un peu de pouce avec ce que Yves vient de dire. Le système canadien et québécois de retraite, parce que c'est essentiellement le même, il est reconnu mondialement pour 2 attributs sur lesquels on peut bâtir ici. Le premier, c'est le partage des responsabilités. On n'est pas en France ici. En France, tout vient de l'État. Nous, on a un système qui a partagé les responsabilités entre les régimes étatiques, la pension de la vieillesse, le supplément du revenu garanti, le régime de la rente du Québec et la pension du Canada, les régimes d'employeurs, dont vous parliez, le premier intervenant parlait de l'Université Laval, le deuxième parlait de Vidéotron, et le troisième volet, les individus. Les individus, qu'on le veuille ou non, il y a de plus en plus de travailleurs autonomes. Donc, on ne peut pas juste tabler sur le régime étatique, juste sur les employeurs. Il faut aussi réfléchir aux individus parce qu'il y en a de plus en plus d'individus qui ont soit pas accès, comme Serge le disait dans son entrée de jeu, pas accès à un régime d'employeur parce que leur employeur n'a pas, ou qui sont tout simplement des travailleurs autonomes. OK? Alors, c'est une grande force. Plusieurs des interventions que vous avez faites lors de la période d'intervention, excusez-moi, étaient sur le facteur humain. J'en suis entièrement d'accord. La particularité des gens, je suis entièrement d'accord. Mais c'est beaucoup plus facile de régler ces enjeux-là quand on le fait avec le volet employeur que quand on essaie de le faire avec le volet étatique. Un système étatique qui est adapté aux circonstances d'un peu tout un chacun, c'est pas mal compliqué à gérer, ça, là. Okay? C'est tout simplement pas réaliste, à mon avis. Donc, tablons sur ces forces-là, réfléchissons à savoir comment chacun des axes de notre système peut être modifié pour s'adapter au changement démographique. La deuxième grande force qu'on a ici, c'est qu'on a des institutions qui gèrent ces caisses de retraite-là au niveau étatique, que ce soit la Caisse de dépôt ou la Société d'investissement du régime de pension du Canada, ou d'autres qui gèrent des régimes d'employeurs, que ce soit Teachers, etc. Donc, on a toute une infrastructure qui explique en partie pourquoi notre système est moins coûteux qu'ailleurs. Parce qu'on a mis des structures en place qui ont généré des rendements, qui ont aidé à payer pour le coût de ces régimes-là. Alors, encore une fois, tablons sur ça. Mais ce n'est pas une raison de ne rien faire, selon moi. Puis je sais que je ne me rends pas populaire quand je dis ça, là, mais selon moi, si on veut avoir un avenir pour notre système de retraite qui est aussi brillant que son passé l'a été, il faut qu'on l'adapte. Si on ne l'adapte pas, il va souffrir. Et c'est pas moi qui ai 65 ans qui va en souffrir. C'est les gens qui ont aujourd'hui 40, 45 et encore plus jeunes. C'est eux qui vont en souffrir si on ne l'adapte pas, le système. Avant qu'on retourne vers la salle, puis là, pour des questions, carrément, j'aimerais vous demander, parce qu'on en a glissé un mot, là, mais on a tourné autour, on a parlé d'innovation potentielle. Il faut innover, compte tenu, imaginer des options, des aménagements. Est-ce qu'on peut en lancer quelques-uns, juste évoquer certains de ces aménagements? Denis Latulippe, allez-y donc voir. Bien, moi, je pense que le premier élément à regarder quand on veut parler d'innovation en fin de carrière, ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est la flexibilité. On a parlé de Liberté 55 tout à l'heure qui, évidemment, dans un concept publicitaire, nous envoyait l'idée qu'on arrêtait de travailler à 55 ans, puis on marchait sur la plage, puis on jouait au golf. Là, pour ceux qui sont plus âgés vont se rappeler de ça. Puis à un moment donné, la compagnie en question a fait ce qu'on appelle en bon français des focus groups, là, des groupes de discussion, puis ils ont assis les gens dans une salle, puis ils leur ont demandé « C'est-tu ça votre rêve de la retraite? » Les gens ont dit non, c'est pas ça mon rêve de la retraite. C'est pas vrai que je vais jouer au golf 5 jours par année pendant 30 ans. J'aime ça le golf, là, mais 5 jours par semaine. 5 jours par semaine, oui, pendant 30 ans. Puis ce qui était ressorti, puis les publicités qui suivaient, bien, c'était un gars qui avait parti une pourvoirie, puis il faisait ce qu'il avait toujours rêvé de faire, mais il travaillait d'une certaine façon. Évidemment, c'est un exemple extrême, là, c'est de la publicité, là.
Mais l'idée de la flexibilité, je vais le présenter autrement. À une certaine époque, je travaillais, ce qui est maintenant Retraite Québec, j'avais plusieurs centaines de personnes qui travaillaient pour moi, puis on était dans un centre commercial. Puis c'était intéressant parce que souvent, je revoyais des personnes qui avaient travaillé dans mon secteur puis qui étaient à la retraite. Puis je leur demandais, puis la retraite. Et je vous le dis, là, mais c'est des gens du secteur public. Une fois sur deux, si je leur avais dit, je t'engage 3 jours par semaine, 6 mois par année sur revenu. Donc, la première innovation, elle passe par la flexibilité dans l'organisation du travail pour permettre une fin de carrière qui est plus agréable, plus facile, puis qui, par ricochet, nous amène un peu plus loin en termes d'âge de retraite. Yves Carrière, si vous aviez en évoqué à votre tour. Bien, je pense que c'en est une. C'en est une grande porte qu'il faut ouvrir. Ça ne fait pas tellement longtemps qu'on peut travailler pour un employeur, avoir un revenu de travail et aussi avoir des prestations de retraite. C'est certain qu'il y en a qui vont dire que c'est du double dipping. Puis qu'est-ce qu'on veut comme société? On veut-tu que les gens travaillent un peu plus longtemps? Si la réponse c'est oui, bien c'est sûr que ça prend des incitatifs, là. Si on y va juste avec le bâton, ça ne sera pas particulièrement agréable pour personne. Donc, il faut mettre des incitatifs. C'est certain que et moi, je fais beaucoup de distinctions entre l'âge normal et l'âge effectif, à quel âge les gens prennent leur retraite, parce que si vous regardez là, les dernières données de Statistique Canada, quand on regarde l'âge moyen de la retraite, c'est un indicateur que je n'aime pas du tout, mais là, il vient de rejoindre le même indicateur que moi j'utilise, c'est presque 65 ans chez les hommes, là, maintenant, là, cette année. Là. Donc, on est rendu là, et je peux vous dire que dans 4-5 ans, ça va être autour de 66 ans. Mais est-ce que ça veut dire qu'à 65 ans, vous n'avez pas le droit à votre sécurité de la vieillesse? Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas le droit à la pleine pension? C'est ça, c'est ces questions-là qu'on se pose, parce que les comportements des individus ont changé. Si on veut appliquer la politique pour faire changer le comportement des gens pour travailler plus longtemps, ils le font, là. On n'a pas eu besoin de ça parce que notre système public de retraite, comme tantôt Bernard bien fait de parler dans d'autres pays, je parlais de répartition versus des régimes capitalisés comme on a, mais c'était aussi le taux de remplacement. En France, le régime était par répartition totale et un taux de remplacement de 60 % du revenu de travail. Ça coûte une fortune, ça, là. Notre régime, il ne coûte pas très cher parce que le taux de remplacement n'est pas très élevé. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on veut régler. On veut augmenter le taux de remplacement. Mais là, c'est sûr, il faut comprendre que si on augmente le taux de remplacement, il faut augmenter le taux de cotisation. C'est des équations, il faut y arriver, où on joue avec l'âge. Et moi, des fois, je me dis, si on augmente les taux de contribution, pas les taux de contribution, mais les taux de remplacement, bien là, le bâton et la carotte. Peut-être qu'on peut dire, bien, OK, 65 ans et 3 mois peut-être. Parce qu'on va vous donner un taux de remplacement plus élevé aussi. Donc, vous avez une garantie de revenus avec indexé et tout ça, pour qui va être plus élevé, mais peut-être qu'il va falloir travailler un petit peu plus longtemps. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le 60 ans? Est-ce qu'on l'augmente de 3 mois lui aussi? On le laisse à 60 ans. Et en le laissant à 60 ans, des fois, on règle un peu la question là, des gens qui travaillent et qui ont la pénibilité du travail. Il y en a qui commencent à travailler à 17-18 ans. Là. Ça existe encore aujourd'hui, du monde qui commence à travailler à 18 ans. Là. Donc, rendu à 60 ans, ça commence, c'est 42 ans de cotisation. Là, et même dans plusieurs pays, une des façons aussi, c'est d'y aller en termes de nombre d'années de cotisation. Laissez faire l'âge. Le nombre d'années de cotisation. Ça fait combien d'années tu cotises? Okay, ça fait 40 ans? C'est bon. Tu es allé aux études, tu as fait une maîtrise, tu as fait ton doc, tu as commencé à travailler à 28-29 ans. Bien, regarde, c'est 69 ans. Okay? On peut y aller avec ça, nombre d'années de cotisation, plutôt que l'âge que vous avez. Ça serait une autre innovation. Bernard Morancy. Ben moi, je vais vous lancer des idées comme ça. On a toujours pensé que l'âge d'admissibilité devait être le même pour la pension de sécurité de la vieillesse puis le supplément du revenu garanti. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de modifier l'admissibilité pour la pension de sécurité de la vieillesse, mais pas pour le supplément de revenu garanti qui est dirigé vers les plus bas salariés? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit exactement le même? Une deuxième considération, mettons qu'on changeait quelque chose dans le régime de rente du Québec puis qu'on repoussait un peu l'âge. Il y aurait bien sûr une économie. Bon, alors disons que le taux de cotisation aujourd'hui, là, c'est 10,8 dans le régime de rente du Québec. Au lieu de baisser le 10,8, on pourrait augmenter l'exemption de base. Alors, vous savez, quand vous cotisez au régime de rente du Québec, on cotise jusqu'à 55 900 de salaire, mais on ne cotise pas sur les premiers 3 500. Alors, plutôt que de baisser le 10,8, on pourrait dire, on va garder le 10,8, mais on va donner l'exemption de base. Au lieu de 3 500, on va la mettre à 5 000.
encore une fois, ça va bénéficier un peu plus les plus bas salariés qui ont une espérance de vie moins élevée. On pourrait envisager, quand on reçoit le supplément du revenu garanti, la première pièce de rente qu'on reçoit ailleurs vient réduire de notre supplément de revenu garanti de 50 cents. Pourquoi il n'y aurait pas une exemption pour les premiers 2000 pièces de rente? Il y a toutes sortes de façons différentes. Ce n'est pas parce qu'on a un moule qui a super bien fonctionné qu'on ne peut pas le changer. Donc, il y a des idées comme ça où on pourrait aménager. C'est pour ça que je dis qu'il y a le quand puis le comment on fait ça. Alors, moi, je pense que c'est des exemples, et puis j'en aurais, je pourrais vous en donner un paquet d'autres, mais c'est des exemples de choses qu'on peut faire différemment, qui vont nous aider à pallier, à amener le facteur humain, dont le dernier intervenant tout à l'heure en parlait, à pallier pour l'impact que ça, qui va être plus sévère sur certaines personnes que sur un col blanc comme moi. Merci. J'en profite pour vous dire que là, il nous reste une vingtaine de minutes. On va pouvoir prendre 3, 4, 5 interventions maximum parce qu'on veut vraiment finir à moins quart. On a beaucoup parlé des régimes publics. Il y a aussi, vous avez à négocier, vous, avec l'employeur. Puis l'employeur, des fois, il n'y a pas nécessairement les mêmes choses. Il veut vous garder plus longtemps. Puis c'est un peu, des fois, une dynamique différente. Alors, je vous invite à approcher. Vous parliez de 55 ans, là, celui qui avait une pourvoirie. Il y a 2 semaines, j'étais à Gatineau pour faire un reportage pour les affaires. Et le monsieur que je rencontrais, lui, il a pris sa retraite du gouvernement fédéral à 55 ans pour partir une microbrasserie. Ce qui est relativement intéressant, vous me direz, parce qu'elle est bonne en plus, sa bière. Mais il a carrément retiré, il a arrêté de travailler au gouvernement, mais il n'a pas arrêté de travailler pour autant. Et il a l'intention de se garder le nez dans la mousse jusqu'à pas mal longtemps. Là. Mais sauf qu'il ne le fera pas sur une base de 9 à 5. C'est un peu le sage, comme on disait, là, il travaille avec des plus jeunes. Alors, il y a toute une série de formules. Là. Je vois peut-être des gens, j'en vois pas. J'en vois, justement. Il fallait. J'ai bien de la misère. Là. Valérie Dostalaire, je travaille à l'Université de Montréal, employée de soutien. J'ai juste un commentaire à faire sur que ce soit au nombre d'années de cotisation que l'âge de la retraite. Parce qu'il ne faut pas oublier de tenir compte, le dernier intervenant, tantôt, en a parlé, les femmes qui ont des congés de maternité, on ne cotise pas pendant les congés de maternité. Est-ce qu'on va être obligé de prendre notre retraite plus tard parce qu'on a eu 3, 4 enfants? Je pense que ceux qui ont des périodes d'invalidité, c'est la même chose. Donc, il faudra y réfléchir si on applique le nombre d'années de cotisation. Ouais. En fait, j'imagine qu'il y aura des aménagements. On pourrait faire exactement la même chose qu'on fait en ce moment avec le régime de la Régie des rentes du Québec. C'est qu'on peut tenir compte d'une déduction des années pour ce qu'on appelle, en bon démographe, l'élevage des enfants. Donc, on peut tenir compte. Il y a moyen de tenir compte d'années pour les dire, je ne sais pas moi, les 7 premières années de vie de votre enfant, on les déduit du nombre, peut-être pas là, 1 pour 1, mais il y a moyen. C'est vraiment pas, je veux dire, c'est pas un obstacle majeur à avoir un système par année de cotisation. C'est juste de voir comment on tient compte. Mais à ça, je vais être l'avocat du diable, là. Mais quand on parle de l'espérance de vie, il y a une différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Il y a 4 ans de différence entre l'espérance de vie des hommes et des femmes. Quand on parle, quand l'espérance de vie augmente, on devrait peut-être augmenter le nombre d'années de cotisation ou l'âge de la retraite. Je vous lance, il y a une belle discussion entre hommes et femmes. Là. Est-ce que l'âge de la retraite des femmes devrait être plus élevé que celle des hommes, même en tenant compte? Voyez? Oh! Vous réglerez ça dans la cour après l'école, s'il vous plaît. Monsieur Latulippe. Bien, juste, là, peut-être... La discussion est vraiment partie. Juste pour enchérir sur ce qui a été mentionné, à savoir que des gens en cours de carrière peuvent s'absenter là, pour différentes raisons. Là. Je pense qu'on pourrait même généraliser en disant, si on veut que les gens travaillent plus tard en fin de carrière, il faut peut-être qu'il y ait davantage d'opportunités de faire des pauses ou de faire en milieu de carrière aussi. Tu sais, traditionnellement, la carrière, tu commençais à travailler un lundi matin, c'était non-stop jusqu'à un vendredi soir, tu partais, c'était fini. C'est plus ça. Là. Si on veut que la retraite soit différente, caractérisée par une flexibilité, bien, si on introduit ça dans notre organisation du travail, ça aura peut-être plus de possibilités aussi en cours de carrière. Puis ça peut être pour de la formation, ça peut être évidemment pour la charge d'enfant, ça peut être dans des situations plus difficiles pour des situations d'invalidité, mais
ça peut faire partie. Donc, l'idée de la flexibilité, c'est pas nécessairement juste en fin de carrière. Oui, madame, au micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Sylviane Côté, milieu municipal. Outre de penser à réformer les lois pour les régimes de retraite ou le régime public, il y a l'employeur qu'il faudrait forcer, autant au privé qu'à la fonction publique, de s'adapter à ça. Il va falloir lui imposer parce que ça va lui coûter des sous, c'est sûr. Donc, on est rendu à des lunes de penser à ça, mais je pense que parallèlement, il faudrait penser aux deux options. Fait que, il faudrait qu'il s'adapte, comme vous venez de dire, des pauses. Il faudrait qu'il accepte la transition entre les nouveaux et les plus âgés, changement d'horaire, le temps partiel en transition, je crois que c'est majoritaire là, pour qui est intéressé par ça. Merci. Juste, je vais faire du pouce sur ce que vous dites, madame. Et vous dites que c'est un coût pour les employeurs, mais étant donné qu'il est difficile maintenant de recruter des gens, est-ce que ça ne pourrait pas être au contraire avantageux pour l'employeur d'y arriver? Mais il y avait une question, j'aimerais ça que vous y répondiez, puis on passera à monsieur après. Ouais, ben moi, je pense que Denis mentionnait le travail qui a été fait. On a fait une série d'entrevues avec 18 responsables de ressources humaines dans le secteur de la finance à Montréal. Puis c'est ça qui a mené l'article dont Denis parlait tout à l'heure. Mais une des choses qui est intéressante, c'est qu'on a demandé à ces gens-là, c'est quoi un travailleur âgé pour vous autres? C'est quoi? Après ça, on leur a dit, qu'est-ce que sont les forces et les faiblesses de ces travailleurs-là? Et puis, on a eu quand même plusieurs personnes qui ont dit, bien, de plus en plus, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Parce qu'on regarde notre main-d'œuvre et on s'aperçoit que certaines des choses qu'on doit faire pour les travailleurs dits plus âgés, les accommodements, etc., c'est la même chose que les plus jeunes nous le demandent, pour des raisons différentes, mais ils nous demandent la même chose. Ils nous demandent plus de flexibilité, ils nous demandent de pouvoir travailler chez eux. C'est les mêmes choses. Alors, quand on y réfléchit de ce qui se passe sur le monde, dans le monde du travail, c'est en train de se passer, ces choses-là, là. Les plus jeunes, ils n'entrevoient plus leur carrière de la façon dont Denis l'a décrit. Bon, je vais étudier jusqu'à tel âge, là, je vais me trouver une bonne job, un bon boss, comme disait Yvon Deschamps, puis je vais travailler jusqu'à ma retraite. C'est pas comme ça que les gens voient les choses. Ils apprennent... Ce qu'ils apprennent, ce n'est pas nécessairement une expertise technique, c'est une façon de travailler, une façon de réfléchir. Ils vont se chercher de l'expérience. Souvent, ils retournent aux études, ils veulent se recycler pour toutes sortes de raisons. Ils vont reprendre une deuxième carrière. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on réfléchisse aux conditions de travail. Et je pense qu'un de ces éléments-là, ce n'est pas le seul, c'est peut-être même pas le plus important, mais un de ça, c'est comment on travaille avec les personnes plus âgées et ce concept de retraite-là. Alors, c'est à ça, je pense, puis je pense que le point qui a été fait est excellent, mais je pense que ces dynamiques-là, elles ne sont pas uniquement pour les personnes plus âgées, elles sont pour l'ensemble de la main-d'œuvre. Parfait. Monsieur, ici au micro. Oui, Marc Ranger du SCP. Je vais revenir sur la fameuse question de repousser l'âge de la retraite de 65 à 67 ans. Puis faire le parallèle un petit peu avec là où on est présent, puis tous les gens dans la salle ici, on couvre pas mal tous les secteurs d'activité au Québec, mais au SCP, on est présent dans 11 secteurs d'activité. Puis, naturellement, on a négocié dans plusieurs de nos régimes de retraite. Puis, je dirais pas naturellement, parce qu'il y a aussi des lois depuis quelques années qui nous ont pas mal contraints, là. Mais avec l'espérance de vie qui a augmenté, on avait commencé aussi à travailler sur repousser l'âge de la retraite. Mais là où je décroche, puis qu'on décroche beaucoup, je pense que c'est un débat plus académique que pratique. C'est de penser qu'au-delà de 65 ans, la majorité des gens peuvent continuer à travailler. J'avais déjà dit un économiste peu connu, Yuri Chassin, de l'Institut économique de Montréal. C'est pas tout le monde qui a la chance d'être actuaire, travailler jusqu'à 80 ans, je m'en excuse. Mais à un moment donné, dans la vraie vie... Dans la vraie vie, des gens sont exposés à des stress. Des gens vont commencer à travailler sur le marché du travail 18, 20, 21 ans, 22 ans. Calculer les années de contribution au régime public quand on arrive à 65 ans. Puis le phénomène qu'on constate de plus en plus, des 2 dernières années, nous autres, on a une centaine de conseillers syndicaux qui couvrent le territoire du Québec. Nombre d'employeurs interviennent pour pousser à la retraite des gens qui sont au-delà de 60 ans. Ils prétendent que le rendement au travail n'est plus là. Ils prétendent qu'ils ont des problèmes. L'absentéisme, invalidité, etc. On défend ces gens-là face à des employeurs qui veulent les pousser à la retraite
avant le temps. Puis ça, c'est un phénomène qu'on voyait beaucoup moins avant, puis maintenant, c'est généralisé dans nos interventions. Fait que moi, le débat de 65 à 67 ans, là, à un moment donné, là, vous avez de l'influence, on sait que vous intervenez auprès de certains dirigeants, mais je pense que ça, c'est un scénario qui est déconnecté de la réalité. Merci. Merci, M. Ranger. Ceci dit, je ne veux pas défendre les panélistes, mais il a été question, depuis le tout début, de la question de la pénibilité du travail et que ce n'était pas une recette uniforme pour tout le monde. Ça, je pense que tout le monde l'a bien entendu. En tout cas, je suis certain que je ne suis pas le seul à l'avoir entendu. Par contre, M. Latulippe, vous irez, mais sur le fait que les gens, bien au contraire de les garder plus longtemps, on les pousse vers la porte de sortie. Ça pose quand même un problème. Mais allez-y à tour de rôle sur la façon dont vous voulez réagir face à ça. Moi, juste 2 éléments d'information. D'abord, là, sur le caractère académique de notre discussion, ce qui nous conforte, qui, j'espère, tous peut nous situer un petit peu davantage, c'est qu'on a des données extrêmement fiables qui permettent d'évaluer la capacité des gens entre 60 et 65 ans de travailler. Pourquoi on a ça, des données extrêmement fiables? Parce que dans le régime de rente du Québec, il y a une prestation d'invalidité dont la définition, pour être admissible à une prestation d'invalidité, c'est précisément d'être incapable d'occuper son emploi pour des raisons de santé. C'est en plein ça. Puis non seulement la définition est alignée là-dessus, mais en plus, chaque cas est revu par une équipe médicale sur la base de données fiables. Donc, c'est des données extrêmement robustes. Ce que l'expérience nous montre, c'est que dans les dernières années, le taux d'invalidité a été coupé de moitié. Donc, dans mon esprit, ce n'est pas juste académique de dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont capables de travailler plus tard. Les données relatives au régime de rente, en regard des prestations d'invalidité, démontrent ça. Là. Je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. La question des employeurs. La question des employeurs, moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a eu une période de, je dirais, excusez l'expression anglaise, d'un free lunch. Là. Dans les années 90, puis au début des années 2000, il y avait, comme je le mentionnais, beaucoup de jeunes travailleurs qui se pointaient, qui avaient de la misère à se trouver un emploi, qui étaient bien formés, puis qui, en plus, gagnaient moins cher. OK? Donc, il y a eu un consensus relatif au fait que les travailleurs plus âgés devraient partir. Puis ça, bien, c'était, comment dire, il y avait une question d'agrément aussi. C'est dans les années où les rendements des caisses de retraite généraient, en termes réels, pas loin de 10 par année. Les régimes de temps surplus, c'était facile de bonifier les conditions de retraite puis favoriser les départs hâtifs. Ce free lunch-là, il est terminé. OK? C'est-à-dire que dans l'avenir, l'abondance de main-d'œuvre, on n'en parlera plus au Québec. On va parler de pénurie de main-d'œuvre. Nécessairement que les employeurs vont devoir envisager autre chose. Puis le contexte est favorable. Puis c'est pas, on n'imposera pas ça, mais moi, je ne sais pas. Là, si j'étais permanent à FTQ, si j'étais délégué syndical, il me semble que je serais tenté de prendre la balle au bon et de dire, nous autres, comment on se positionne face à ça, face à une fin de carrière qui pourrait être différente dans le futur de ce qu'elle a été dans le passé, puis commencer à initier des réflexions. On ne parle pas de question de changer quoi que ce soit demain matin, puis on ne parle surtout pas de remettre en question, pour des gens qui sont à 10 ans de leur retraite, ce qui va se passer. Mais il faut se donner un horizon plus long et dire où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis, c'est sûr qu'on peut le voir négativement, mais si on y travaille, je suis convaincu qu'on peut arriver avec des solutions qui sont gagnantes pour tout le monde. Juste avant, je vois une personne au micro. Compte tenu de l'heure, je vais laisser là, les gens répondre, mais compte tenu de l'heure, ça va être la dernière question qu'on va pouvoir prendre parce qu'on veut suivre l'horaire pas mal comme il a été établi. Mais vous avez vu, on a évoqué un paquet d'autres questions. Yves Carrière, à vous maintenant. Bon, juste un terme qu'on emploie en démographie, on appelle le dividende démographique. C'est qu'à un moment donné, on avait énormément de jeunes, très peu de vieux, très peu de personnes âgées. C'est une période où, effectivement, la croissance économique, là, vous n'avez pas grand-chose à faire pour de la croissance économique, tant et aussi longtemps que vos jeunes sont éduqués, un bon système d'éducation, ils vont se trouver des emplois et ça va être productif. Ça, c'est le passé. On n'est plus dans cet état-là. Tous les pays de l'OCDE sont exactement... En fait, de tous les pays du G7, c'est le Canada qui a la plus grosse croissance démographique. Même si notre fécondité est faible, beaucoup d'immigration. Donc, on rentre dans une nouvelle ère, et ça, c'est vrai pour tous les pays. Si on veut toujours
avoir comme objectif la croissance économique comme on l'a connue dans le passé, on n'y arrivera pas, à moins d'avoir des gains de productivité absolument incroyables. Donc, quand on pense au futur, ce n'est pas juste de penser ça va être quoi l'espérance de vie, qu'est-ce qu'on fait avec notre régime de retraite. Il y a même la croissance économique, ça ne sera pas la même chose. Il faut vraiment changer notre façon de voir sur plusieurs plans. Et ça, une des causes de ça, c'est le vieillissement démographique. C'est la structure démographique qui a changé. Dans plusieurs pays africains où, effectivement, la population elle est très, très jeune, ils ont un dividende démographique qui est là, qui est très favorable. Mais comme je dis, ça prend des conditions. Il faut que les niveaux de scolarité soient relativement élevés. Il faut que les taux d'activité soient relativement élevés, ce qui n'existe pas. Ici, en fait, au Québec, ce n'est pas tant le baby boom qui a aidé. C'est le fait que les femmes ont eu accès au marché du travail et qui sont restées sur le marché du travail. Ça a eu plus d'effet que le baby boom ça, sur la main-d'œuvre. Mais ça, des gains comme ça n'existe plus, sauf les travailleurs âgés. Ça, on sait que pendant une certaine période de temps, si les travailleurs... Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les travailleurs âgés, faire de la recherche là-dessus, c'était en fin des années 80, début 90. Travailleurs âgés, c'était les 45 ans et plus. À un moment donné, j'ai laissé le sujet, j'ai travaillé sur les personnes âgées en perte d'autonomie, je suis revenu sur les travailleurs âgés, puis là, je lisais des articles, c'est les 55 ans et plus maintenant. Ça a changé. Probablement quelque chose à voir avec les baby boomers. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on dit très souvent? On dit les travailleurs expérimentés, parce qu'on veut les garder sur le marché du travail. Et c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose, tant et aussi longtemps qu'on met les conditions pour que ce soit des années où vous continuez à progresser dans votre vie. Pas que vous régressez parce que physiquement, vous n'êtes plus capable, puis on n'est pas capable de... Puis ça, bon, les données sur de la Régie des rentes du Québec sur l'incapacité, il faut dire, c'est les cas, c'est les gens qui ne peuvent pas travailler. Ce n'est pas des données sur l'ensemble des travailleurs au Québec. Donc, oui, peut-être qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais il y a d'autres choses qui vont dans le Autrement dit, on ne veut pas parler d'esclavage, c'est ce que vous dites. Monsieur, je vais vous demander d'y aller assez rapidement, si vous permettez, parce qu'on va conclure dans un instant. Oui, Pierre Brabant, le CFP 2168. Juste en 2 temps, je pense que ça devrait revenir au libre choix. Chaque personne est maître de préparer sa retraite. Et je reviens au commentaire que le régime public coûte très peu à l'économie. Et une chose que personne ne parle et que moi, ça fait des années que je pense, personne ne va me faire croire ici dans la salle aujourd'hui que le marché économique va laisser l'économie du Québec, la démographie, la population s'atrophier. Oui, un vieillissement. Oui, il va y avoir de la mortalité. Oui, les perspectives à court terme sont moins belles. Mais l'économie, le marché, ceux qui investissent dans l'économie du Québec ne feront pas de pression auprès de nos gouvernants, nos gouvernements, pour faciliter, favoriser la venue de nouveaux arrivants. Ce n'est pas avec des seuils actuellement de 45 000 personnes plus ou moins qu'on peut peut-être renouveler ou augmenter la population. Moi, ce que je pense avec le débat sur la pénurie de main-d'œuvre, les médias, le gouvernement nous préparent. Et au Québec, différemment au reste du Canada, notre problématique est différente. On le sait au niveau de notre langue, la culture, fait en sorte qu'évidemment, on se sent toujours plus impacté par l'arrivée de nouvelles personnes. Mais le salut du Québec, c'est soit la démographie naturelle ou l'arrivée massive de nouvelles personnes, car le système ne laissera jamais l'économie du Québec imploser. C'est impossible. Merci pour le commentaire. Puis ça va être intéressant parce que ça reprend le débat sur l'immigration. Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles ces derniers jours, là, mais il y a des opinions qui sont divergentes. Je vais y aller avec le mot de la fin, si vous permettez, en disant il y a eu beaucoup de commentaires. Merci de votre participation, puis enrichissante avec des... Vraiment, évidemment, ici, il y a des gens qui arrivent un peu partout, et ça permet de voir un tableau plus large et global de la situation. Mais Bernard Morancy, en conclusion, en 1 minute, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on retient et vers où devrait-on aller? Je pense qu'on retient que c'est un débat qui soulève les passions. C'est un débat sur lequel on se sent tous individuellement interpellés. Je pense que il est clair qu'il n'y a pas, pour utiliser l'expression anglaise, un « one size fits all » qui va nous sortir d'un chapeau puis qui va nous dire « voici ce qu'on devrait faire ». Mais je pense que la réalité des choses est que vous, collectivement, sur vos comités de retraite, comme instance syndicale, je pense que c'est important de réfléchir à cette question-là et de voir comment on pourrait trouver une solution à cet enjeu-là, parce que je crois qu'on n'aura pas le choix que de l'adresser. Yves Carrière. Bon,
le débat, il est incontournable. On peut soit y participer ou soit être... on fait juste regarder sur le côté, là, on se met sur le bord des lignes, là, puis on regarde, puis on se dit, ben, je pense qu'ils ne feront rien. Il y a des choses qui vont changer. Moi, ce que je vous incite à faire, c'est de participer au débat, de bien regarder les raisons qui sont évoquées pour faire des changements, de bien regarder est-ce que vraiment est-ce qu'on a affaire à vraiment une raison qui est crédible et qu'est-ce qu'on fait, et de toujours, parce que j'ai travaillé dans les politiques publiques, puis quand on veut changer une politique, il y a des perdants, il y a des gagnants. Et il faut évaluer de chaque côté qu'est-ce qui se passe. Mais c'est un débat incontournable, c'est un débat qu'on doit avoir dans une société où l'espérance de vie ne cesse d'augmenter, mais il faut se poser aussi d'autres questions sur à quoi on s'attend comme croissance économique. Tantôt, je dis, même comme syndicat, j'ai entendu, il me semble, peut-être que j'infère des mots à quelqu'un là, que je ne devrais pas, mais j'entendais un peu, quand je vais arriver à 65 ans, je peux contribuer à la société autrement, hein, du bénévolat, entre autres. Comme syndicat, c'est quoi votre position là-dessus? Et ça, je regrette, mais vous allez avoir besoin de l'avoir, cette discussion-là. Okay? Bon. Alors, je vous laisse là-dessus. Et je termine avec Denis Latulippe, s'il vous plaît. Oui, bien en fait, on va avoir... Là, ça va Seconde. Ça va avoir l'air un peu arrangé, mais mes conclusions sont très proches de celles exprimées par Bernard puis par Yves. Je pense que la question est incontournable, puis je vous inviterais à la FTQ, puis comme délégué et tout ça, de prendre la balle au bon puis de travailler ça dans un double esprit. Un, c'est que la FTQ est un intervenant important en matière de politique, en matière de travail au Québec. Mais aussi, tu sais, là, vous êtes tous assis devant nous aujourd'hui, mais vous êtes, à bien des égards, des groupes hétérogènes aussi. Là. C'est quand on dit qu'il n'y a pas une solution qui est applicable à tout le monde, bien, la FTQ, c'est un groupe où si des discussions ont trait à l'intérieur de votre centrale, ça va mettre en évidence des différences entre vous. Puis, tu sais, ça fera partie de la dynamique. Puis le dernier mot que je mentionnerais, puis ça fait longtemps que je veux le placer, je n'ai pas réussi encore, il y a quelqu'un qui est venu puis il dit, bien, chez nous, au niveau plus des populations autochtones, si je me souviens bien, bon, on valorisait les personnes plus âgées, les sages. Puis effectivement, c'est une réalité qui s'est perdue là, dans un contexte. À quelque part comme société, si on valorise plus ça aussi, la fin de carrière puis la fin de vie d'une certaine façon, parce qu'il y a un grand défi comme société, je pense qu'on aurait fait un bon pas en avant aussi. Denis Latulippe, Yves Carrière, Bernard Morancy, merci infiniment. Merci pour partager.